Bonjour, salam alaikum, bienvenue dans ce podcast sur musulman.be, le média qui traite de l'actualité des musulmans en Belgique pour cette deuxième émission consacrée aux élections. Dans un épisode précédent, on a eu déjà l'occasion d'accueillir Mehmet Seyyin, politologue de formation mais aussi juriste et membre de l'ASBL Justice and Democracy, mais aussi du think tank Vigilance musulmane qui porte entre autres l'initiative pour qui voter.info. Et on a aussi Abdelghani Ben Moussa avec nous. Bienvenue. Merci. Toi aussi, tu es politologue de formation. Tu travailles dans le secteur des technologies de l'information et tu es aussi membre de Justice and Democracy et du think tank Vigilance musulmane qui porte pour qui voter.info. Alors, l'objectif de cette émission, encore une fois, ça va être de vulgariser et ça tombe très bien parce que je suis vraiment nul en politique et donc vous allez aider les internautes. On va essayer de décortiquer ce qui se joue en ce moment, puisque on le voit tous en ce moment sur les réseaux sociaux, énormément de contenu de candidats aux élections qui y vont de leur créativité pour... on les voit sur les marchés, on les voit dans des débats, on les voit faire des micro-trottoirs, etc. Et puis il y a plein de gens qui sont perdus. Ils ne savent pas pourquoi ils vont voter exactement, pour qui voter, comment se constituer une opinion, comment choisir, entre guillemets, pour qui voter. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble, si vous le voulez bien, en essayant d'être le plus simple possible et pourquoi pas d'alimenter avec un maximum d'exemples. Ça vous va ? Ça va être un exercice difficile. On va prendre le temps de faire ça. Alors, peut-être première question. 2024, c'est quand même une année assez particulière. Tu le disais, Mehmet, dans la dernière émission. C'est un peu l'année mère des élections. Pourquoi c'est si spécial finalement ? Oui, comme on le disait la fois dernière, c'est vraiment l'année mère des élections parce qu'il y a une multiplicité de rendez-vous électoraux qui sont réunis au sein de la même année. Ça n'arrive pas tous les jours, c'est même assez rare. Eh bien, en 2024, on va voter d'abord en juin, donc en juin prochain, dans quelques semaines, pour renouveler le Parlement fédéral, mais aussi pour renouveler les députés qui, à partir de la Belgique, vont siéger au sein du Parlement européen. On va aussi voter pour les élections qui vont permettre de renouveler le Parlement de la Wallonie, le Parlement bruxellois, le Parlement flamand. Tout ceci, eh bien, nous allons le renouveler à l'issue des élections de juin prochain. Donc on va devoir voter 3 fois à des niveaux différents. Voilà, donc on va voter plusieurs fois pour des niveaux différents, et donc ça pose la question des niveaux de compétences, de quelles matières vont être traitées dans quel parlement, on aura l'occasion d'y revenir. Mais on va aussi, quelques mois plus tard, c'est aussi la coïncidence du calendrier, en octobre prochain, nous allons aussi voter pour renouveler les conseils communaux et les conseils provinciaux. Abdelghani, est-ce qu'on peut donner des exemples très concrets des compétences qu'on a au niveau communal, au niveau fédéral, à tous les niveaux, comme ça les gens ils comprennent bien qu'est-ce qui se joue? Je pense qu'il est intéressant de ne pas culpabiliser et de se considérer comme totalement perdu devant cette lasagne institutionnelle et donc de se dire c'est trop compliqué pour moi. Ouais. Même les politiciens s'y retrouvent. La Belgique est politiquement très complexe et cette complexité, on peut l'observer même dans le chef des acteurs politiques. Donc, je ne parle pas des acteurs de premier plan, mais en tout cas ceux qui sont impliqués politiquement, ceux qui manifestent un intérêt. Même les candidats, les candidats qui sont fraîchement arrivés, je dirais, dans les bataillons électoraux des différents partis politiques, ont du mal à se situer, à comprendre les matières qui sont gérées au niveau du niveau de pouvoir pour lequel ils se présentent. Mais j'aime bien citer c'est ce que j'avais étudié lors de mes études en sciences politiques. C'était une façon d'introduire la compréhension de ces matières. Et je me souviens, un de mes professeurs me disait, s'agissant de la région de Bruxelles-Capitale, s'agissant de distinguer qu'est-ce qui est géré au niveau communautaire, qu'est-ce qui est géré au niveau régional. Donc il nous disait, tout ce qui se rattache à la terre, tout ce qui se rattache au territoire, eh bien ce sont les régions.
et tout ce qui se rattache aux personnes, ce sont les communautés. Donc une première façon de distinguer. Et donc on pourrait se dire, tiens, la mobilité, est-ce que c'est les personnes ou est-ce que c'est le territoire? Non, c'est le territoire. Et donc ça, c'est une compétence régionale. Ok. Donc typiquement, le plan Good Move, c'est régional. Ça, c'est régional, d'accord. Quelque chose qui touche aux personnes. L'enseignement, la culture, la santé. Voilà un exemple de matière. Quand on applique ce filtre, c'est de facto une matière qui n'est pas régionale. Donc, elle est communautaire, voire fédérale. Donc voilà une façon de rapidement distinguer, même s'il existe parfois des matières qui sont gérées au niveau de tous les niveaux de pouvoir existants. Ouais. Donc un morceau de cette compétence se trouve au niveau fédéral, un autre morceau se trouve au niveau régional, et puis un autre petit morceau au niveau communal. Ok. Et si je reprenais quelques thématiques importantes, parce qu'ici on est quand même le média musulman.be, donc on s'intéresse particulièrement à l'actualité des musulmans en Belgique. Si je te donne quelques thématiques phares, par exemple le halal, la question du halal qui est quelque chose qui est important pour beaucoup de personnes, c'est à quel niveau que ça se discute. Même si, Ahmed, tu me diras, des fois c'est flou, ça se discute à différents niveaux. Oui. Mais prenons ce sujet, le halal, c'est à quel niveau? Oui. Alors avant de répondre à cette question très précise, pour suivre sur ce que Abdelghani a initié il y a un instant, l'exemple de la santé qu'il a cité est très illustratif de cette lasagne institutionnelle, parce qu'il y a une multiplicité de ministres de la santé en Belgique, parce que c'est justement une de ces matières éclatées, on l'a vu pendant le Covid, qui relève de la sphère de compétences d'une série de niveaux de pouvoir, et c'est pour ça qu'on a en Belgique, par exemple, une conférence interministérielle santé, parce que ça permet sur des enjeux transversaux de santé de réunir tous les acteurs qui ont l'une ou l'autre partie de la compétence en la matière pour prendre ensemble des décisions et avoir un résultat qui soit cohérent et qui soit logique. Maintenant, pour en revenir à la question que tu as posée, la consommation de viande halal, si on envisage cette question à travers le prisme du débat polémique qui a occupé l'actualité, à savoir l'abattage rituel. Donc, par abattage rituel, qu'est-ce qu'on vise? Eh bien, on vise la possibilité de mettre à mort un animal sans étourdissement préalable. Donc, concrètement, c'est de ça qu'il s'agit. Eh bien, ça, c'est typiquement une matière qui est régionale. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu un décret voté au Parlement wallon, il y a eu un décret voté au Parlement flamand qui est un peu particulier parce que la Flandre a réuni la communauté et la région au sein d'une même entité, Vlaanderen. C'est les deux types de matières que Vlaanderen prend en compte, mais aussi le Parlement de la région de Bruxelles-Capitale. Ok. Et donc sur ce sujet-là, on sait qu'en Flandre et en Wallonie, ça a été légiféré, c'est interdit. À Bruxelles, ça reste possible pour le moment. Donc il y a... des discussions qui sont revenues sur la table. On a vu Gaïa qui est revenu en force sur ce sujet-là pour aller vers l'interdiction. Donc ça, typiquement, c'est quelque chose qui se décide au niveau Parlement bruxellois. Oui, alors ça, c'est un enjeu très particulier et c'est une compétence régionale. Maintenant, les observateurs un peu attentifs auront vu que très récemment, au Parlement fédéral, on a voté une révision de la Constitution qui a inséré dans un article existant un paragraphe qui dit que les autorités publiques doivent veiller au bien-être animal parce que les animaux sont des êtres sensibles. Donc on voit bien que cette lasagne institutionnelle sur des sujets dont on pense qu'ils sont de la compétence exclusive d'un niveau de pouvoir, il y a quand même parfois des liens qui existent avec d'autres niveaux de pouvoir. Donc il faut d'autant moins culpabiliser les gens sous le prétexte qu'ils ont du mal à s'y retrouver. C'est ça. Et surtout que parfois, c'est encore plus compliqué parce qu'on peut avoir le même parti qui est au niveau wallon va avoir une position et au niveau bruxellois une position différente. Comment on peut expliquer ça, Abdelghani? Oui, typiquement le Parti socialiste, typiquement écolo à certains égards. Mais c'est parce que le Parti socialiste à Bruxelles, il a besoin des électeurs bruxellois pour, je dirais, occuper des sièges au Parlement bruxellois, et il n'a pas besoin des électeurs wallons pour occuper des sièges au Parlement bruxellois, et l'inverse est vrai également.
Et donc, les partis politiques sont confrontés à des réalités politiques différentes et donc sont obligés d'adapter leur discours, d'adapter leur projet politique, d'adapter leur approche, parce que en démocratie, in fine, pour pouvoir exercer le pouvoir, il faut être présent en nombre au Parlement et il faut forcer son entrée dans une majorité. Et donc, pour un électeur, on comprend que parfois il est perdu parce qu'un même parti, il peut décider de quelque chose en Wallonie, à Bruxelles faire exactement l'inverse parce qu'il est confronté à son électorat. Il est confronté à des contraintes qui l'obligent à changer de fusil d'épaule. Mais maintenant, c'est l'électeur également qui doit essayer de comprendre le vrai positionnement du parti qui s'adresse à lui, et donc pour distinguer entre stratégie électorale ou une position bien établie. Et donc, oui, mais ce n'est pas facile. Peut-être un élément de complément. Non seulement la Belgique est un État difficile à lire parce qu'il y a une multiplicité de niveaux de pouvoir, mais n'oublions pas que la Belgique est aussi un système politique qui fonctionne avec le système de la proportionnelle. Donc chaque parti, moyennant une série de conditions, est représenté à mesure, à la hauteur des voix qui sont récoltées. Et donc on a comme ça toute une série de partis différents qui sont représentés au Parlement. Et dans une certaine mesure, il est très compliqué pour un et un seul parti de s'imposer comme le seul acteur qui va gérer les affaires publiques. C'est ça. Il y a différents partis, et par exemple au niveau fédéral, dans la législature qu'on referme maintenant, eh bien, le gouvernement Vivaldi est composé de 7 partenaires. Donc vous imaginez 7 partis qui ont dû se mettre d'accord pour construire une majorité et donc créer un gouvernement. Eh bien, chaque parti a un programme différent. Chaque parti a des priorités différentes. Et donc, au niveau du Parlement et du gouvernement fédéral, on a dû construire un programme gouvernemental qui essaye de joindre toutes les sensibilités, pas parfaitement, mais imparfaitement. Mais ça veut dire qu'au niveau wallon, on a aussi ce même jeu de la proportionnelle où chacun essaye de participer à la hauteur des suffrages qu'il a reçus. Au Parlement flamand, on a exactement le même calcul. Au niveau du Parlement bruxellois, on a aussi le même calcul. Et donc, on a parfois des réalités et des jeux d'alliances qui varient de niveau de pouvoir en niveau de pouvoir, alors que ce sont à la base des mêmes partis politiques. Ce qui a ses avantages et ses inconvénients. Alors évidemment, les avantages, c'est la garantie que l'ensemble des sensibilités politiques sont représentées au sein du Parlement et donc personne ne se sent exclu d'être le relais d'une sensibilité au sein de la société. Donc ça, on peut le ranger dans la catégorie des avantages, indiscutablement. Mais dans la colonne des inconvénients, une totale perte de lisibilité, puisqu'à un moment donné, quand vous prenez 7 partis politiques qui vont composer une majorité, en théorie 7 programmes qu'il va falloir mixer, malaxer pour sortir avec quelque chose qui mettrait tout le monde d'accord. Ouais. Et bien finalement, il y a des moments où c'est la paralysie qui est la porte de sortie de ce type d'attelage. Donc nous avons le souvenir du record du gouvernement Deroupeau à la suite d'un blocage de plus de 500... C'était 541 jours. 541 jours. Ouais, plus d'un an, quoi. Beaucoup plus quand même. Et donc, ce qui est intéressant à constater, c'est que cette difficulté, cette perte de lisibilité, eh bien, n'aide pas l'électeur à identifier à quelle sauce il sera mangé lors du prochain mandat. Sans partir très très loin, géographiquement parlant, nos voisins français qui ont un système qui n'est pas tout à fait le même que le nôtre, et donc ce n'est pas un scrutin majoritaire, ce n'est pas un scrutin proportionnel, c'est un scrutin majoritaire. C'est-à-dire que c'est un système électoral qui donne une prime qui surreprésente celui qui gagne un peu les élections. D'accord ? Et donc celui qui gagne un peu les élections, c'est celui qui rafle la mise, et donc c'est celui qui se trouve en situation de force. Et on pourrait aussi dire celui qui s'expose aussi devant les électeurs à devoir
mettre en œuvre le programme qu'il a vendu à ses électeurs. Et donc, ça offre une excellente lisibilité pour l'électeur qui lui permet après de faire le bilan. Et donc, vous avez eu la possibilité d'appliquer votre programme. Ouais. Et donc, ça a été soit un échec, soit une réussite. Alors, l'effet, je dirais, pernicieux de ce système proportionnel qui offre l'avantage de laisser se représenter toutes les sensibilités, c'est qu'à un moment donné, les partis politiques poussent le bouchon tellement loin, sachant que leur programme ne sera de toute façon pas appliqué, puisqu'ils auront beau jeu de dire qu'il faudra composer une majorité, et donc nous n'avons pas pu appliquer notre programme puisqu'il fallait faire des concessions, etc. Et donc on se retrouve avec des programmes électoraux qui sont ni plus ni moins que des tracts électoraux de plusieurs pages. Et donc, c'est-à-dire, on va aller dorloter, on va aller caresser l'électeur dans le sens du poil. En tout cas, chaque parti va aller caresser dans le sens du poil sa cible électorale. Et donc, venir le soir ou le lendemain des élections, de dire, voilà, nous allons rentrer dans une négociation très difficile, nous allons devoir faire des concessions, nous allons devoir faire des compromis, et donc ce ne sera pas notre programme qui sera appliqué, et donc personne ne pourra leur en vouloir de ne pas avoir appliqué le programme. Et donc ça, on peut le ranger dans la colonne des inconvénients et des désavantages de ce système proportionnel qui, à un moment donné, plonge tout le monde dans le flou, d'accord, et ne permet pas aux électeurs de réellement à l'issue d'un mandat, de sanctionner sur base d'un bilan très clair. J'ai appliqué mon programme ou je ne l'ai pas appliqué. C'est ça. Donc si je dois résumer, quand je vote pour quelqu'un, je prends en considération son parti politique, tout en sachant que ce programme politique, ce programme politique, et de toute manière, il va devoir monter dans une coalition, et que tout ce qui est là, finalement, il y a des choses qui vont sauter, il y a des choses qui vont rester, il y a des choses qui sont importantes. Et donc, comment on clarifie est-ce que d'ores et déjà, ils peuvent dire moi, mon programme politique, ça et ça et ça, c'est important. Ça, malheureusement, c'est en deuxième ligne. C'est des choses évidemment, pas en campagne électorale. En campagne électorale, un parti politique, évidemment, tout ce qu'il propose, il le propose en disant que c'est... Là, c'est vrai, on va aller jusqu'au bout. C'est ce qu'il va défendre bec et ongle. Et quand il va négocier, c'est évidemment bec et ongle qu'il va négocier pour avoir un maximum des éléments de son programme. On peut à tout du moins, Mohamed, savoir quelles sont les tendances de coalition. On sait qu'il y a des partis qui vont fort probablement se mettre en coalition avec d'autres ou quoi. Ça c'est le rôle des sondages, c'est le rôle des enquêtes dont régulièrement les résultats sont relayés par la presse. Ça permet aux uns et aux autres, dans la perspective de l'après-élection, de d'ores et déjà essayer de conclure des préaccords électoraux en vue de pouvoir rapidement construire une majorité. Mais dans la question que tu as posée, tu as mentionné un élément important. Je pense qu'il faut aussi se pencher un peu là-dessus. Tu as dit « je vote pour quelqu'un ». Ouais. Donc là, on vient aussi sur un autre aspect fondamental de la discussion. Quand tu lis la Constitution belge, il y a 3 pouvoirs. Le pouvoir législatif, le Parlement, le pouvoir exécutif, le gouvernement, et le pouvoir judiciaire, donc les tribunaux. C'est tout. Mais il y a un autre très grand pouvoir en Belgique qui n'apparaît pas en tant que tel dans la Constitution, ce sont les partis politiques. La Belgique, soyons très clairs, c'est une particratie. Donc c'est un système politique dans lequel le pouvoir en réalité est exercé par les partis politiques. Et même plus précisément les bureaux politiques des partis, donc le noyau dur de chaque parti politique. En réalité, peu importe l'élection, que ce soit l'élection fédérale ou l'élection communale, allons du plus grand échelon belge au plus petit échelon belge, peu importe le rendez-vous électoral, tu votes d'abord et avant tout pour un parti. Tu ne votes pas pour une individualité. Ce qui est déterminant, le critère qui doit être déterminant, c'est qu'est-ce que le parti politique
C'est ça. propose. Donc quand quelqu'un il me dit, moi mon opinion personnelle c'est ça, mais dans mon parti c'est vrai que c'est un peu différent, ça veut rien dire en fait. Alors, Ça veut dire qu'il est invité à fonder son propre parti. S'il n'est pas aligné sur les positions du parti auquel il adhère, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. en tous les cas, s'il dit oui, mon parti a une position, mais vote pour moi parce que moi j'ai vraiment d'autres positions, ça veut dire que c'est quelqu'un qui fait la démonstration qu'il a rejoint un parti politique sans avoir, avant de se présenter face à l'électeur, pu faire évoluer la position de son parti politique de telle sorte que cette position se retrouve dans le programme électoral avec C'est ça. lequel le parti se présente aux élections. Mais ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'entends souvent. C'est vrai que mon parti il a cette position, mais moi en interne j'essaye de faire bouger les lignes, etc. Et ça veut dire quoi ça? Faire bouger les lignes au sein d'un parti politique, ça veut dire peser au niveau du bureau politique du parti politique en question. Et ça veut dire être arrivé à faire inscrire dans le programme du parti politique en question la position que cette personne dit individuellement défendre. Donc il faut faire les choses dans le bon ordre. Ok. Et quand on revient sur ce programme politique, finalement, qu'est-ce que ça vaut un programme politique, Abdelghani? Est-ce que c'est contraignant? Est-ce que c'est parce Non, que c'est une liste de souhaits, quoi? C'est des Oui, promesses. C'est Wallah, je vais faire ça, etc. Mais Comme on le précisait il y a un instant, un programme politique, c'est un document, c'est un instrument pour séduire l'électeur, pour attirer l'électeur. Ni plus ni moins. Ouais. Et donc, c'est quelque chose qui permet d'identifier cet objet qu'est le parti politique et de le situer par rapport à ses propres valeurs et de mesurer de combien ce parti est proche ou loin de mes convictions, de mes centres d'intérêt, de mes revendications. Et donc, c'est un instrument qui donne une certaine visibilité. mais qui n'est pas contraignant. C'est-à-dire qu'on peut Évidemment dire, qu'il n'est pas contraignant. avant les élections, mon programme politique dit ça, et au moment de monter dans le gouvernement, faire exactement l'inverse. Absolument. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une sanction. La sanction, c'est que si l'électeur, À une bonne lors mémoire. de la prochaine échéance électorale, parvient à comparer les propositions du parti avant qu'il soit aux affaires et les réalisations du parti après qu'il a été mis aux affaires, c'est de ne plus voter pour ce parti. Mais on n'est pas dans un système où il y a par exemple un tribunal Ouais. qui pourrait être saisi parce que tel candidat politique ou tel parti politique aurait, entre guillemets, trahi ses engagements. Et ça fait partie des propositions qui sont parfois sur la table. Quand tu te présentes à un entretien d'embauche pour être engagé comme conseiller juridique dans une entreprise, et il s'avère 3 mois plus tard, ou 2 semaines plus tard, ou 2 jours plus tard, parfois ça va très vite, que tu n'as même pas de diplôme en droit, ça s'appelle une rupture immédiate et définitive de la confiance. Ça s'appelle un motif grave pour lequel tu pourrais faire l'objet d'un licenciement. Ça veut dire exclusion du droit aux allocations de chômage. Ça veut dire exclusion de toute une série d'autres droits sociaux. Donc il y a un impact immédiat, grave, substantiel. Mais c'est vrai qu'en politique, Il y a pas ça. a priori, la seule sanction, c'est de ne plus être élu lors de la prochaine échéance électorale. Mais donc, quand on veut choisir pour qui on veut voter, le critère de sélection, ce n'est pas que le programme politique. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte lorsque je vais me décider à voter pour un tel ou un tel ou un tel. C'est quoi ces facteurs? Moi, je pense qu'il serait intéressant dans cette discussion d'évoquer, c'est que chaque électeur est légitimement libre d'avoir ses critères personnels pour choisir le parti qui se rapproche le plus ou qui colle parfaitement à ses aspirations, à ses revendications, à ses attentes. Et donc, c'est très important en démocratie de le souligner parce qu'autrement, on va priver les uns et les autres de ce qui est leur droit le plus strict, à savoir, à un moment donné, je cherche quelqu'un qui s'adresse à moi avec une offre politique qui répond à mes attentes.
qui apporte une solution à mes problèmes. C'est le point de départ. Et donc, c'est à partir de ce constat, à savoir qui s'adresse à moi en me proposant des solutions à mes problèmes, c'est ça le point de départ du bon choix. Du bon choix pour un électeur qui peut ne pas être le même qu'un bon choix pour un autre électeur qui a des attentes différentes et qui a des besoins différents pour lesquels il cherche des propositions ou une offre politique. Donc c'est très important de ne pas, je dirais, mettre tout le monde dans un moule et qu'il faudrait absolument qu'on ait la même conception de l'intérêt général, de la façon de voter. Non, chaque expression est une expression libre. Et si quelqu'un a des attentes où il ne trouve aucun parti politique qui répond à ces attentes-là, donc il peut... Un vote blanc, je constate que personne n'a d'offre politique correspondant à mes attentes, à mes besoins, ou alors il les retrouve auprès d'une formation politique qui contente une niche, qui a une réponse à un souci, à une demande exprimée par une niche et qui s'en fout des autres. Et donc, c'est tout aussi légitime. Et donc, la démocratie, c'est à un moment donné, c'est la résultante de cette, je dirais, grande délibération qui, à un moment donné, fait ressortir ce qui va, à un moment donné, constituer la majorité. Maintenant, si on revient à un exemple très concret à partir de ta question, imagine tu es un électeur pour qui les libertés religieuses, c'est déterminant pour ton vote. Voilà. Voilà. Donc la possibilité de porter la tenue vestimentaire qui correspond à ta conviction religieuse, la liberté de consommer des denrées qui suivent un processus de préparation qui correspond à ton besoin et à ta conviction religieuse. On peut imaginer tout un tas d'autres exemples. Bien oui, le programme politique est important. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas prendre, tu n'es pas obligé encore une fois, mais tu peux prendre le programme politique de chaque formation politique qui se présente aux élections concernées et tu compares. Formation politique A, ça s'approche de mon besoin en termes de respect de mes convictions religieuses, mais peut mieux faire. Formation politique B, c'est mieux. Formation politique C, c'est moins bien. Et donc, tu vas faire ce qu'on appelle une analyse comparée de l'offre politique. Mais évidemment, on est un pays d'élections. Donc, ce n'est pas une élection, puis mandat à durée indéterminée ad vitam aeternam. Il va y avoir de nouvelles élections. Et donc, oui, si tu veux pouvoir te donner un maximum de chances que ton vote ait l'effet utile par rapport à l'objectif que toi tu poursuis, et dans notre exemple, c'est le respect de tes convictions religieuses, tu vas aussi regarder le programme et puis comparer les engagements qui sont pris dans le programme lors des élections 1 et puis le respect de ces engagements ou non lors des élections 2, des prochaines élections. Et je pense que cette expression, elle est importante, c'est faire une analyse de l'offre politique. Et encore une fois, ce n'est pas Ahmed, Mehmet, Jean-Jacques ou Pauline l'élément déterminant, c'est le Parti socialiste, le mouvement réformateur, les engagés, écolos et toutes les autres formations politiques, le PTB, PVDA, bref, la longue liste des formations politiques qui se présentent, c'est de faire cette analyse de l'offre politique. Et pas mon voisin, je le connais bien, il m'a donné une belle promesse et il m'a dit que c'est la position du parti et s'en tenir à sa parole. Parce qu'il faut aller évidemment donc, idéalement par exemple, sur la liberté religieuse, je regarde le programme politique, mais je regarde aussi est-ce que dans la législation précédente, ils étaient dans le gouvernement, dans la majorité ? Est-ce qu'ils ont défendu ce sujet corps et âme, ou bien c'était sur la liste, sur le programme électoral, mais dès qu'ils sont montés sur le gouvernement, ce sujet il est passé en deuxième plan ? C'est apporter plus de nuances en fait que le simple fait de me ramener des promesses dans le programme politique. Oui, alors je vais pas nécessairement donner le nom d'un parti, mais je me souviens qu'en 2009, c'était les élections régionales et les élections européennes. Et aux élections régionales, il y avait au moins une formation politique du côté francophone qui avait pris un engagement très clair sur la question des libertés religieuses et plus particulièrement la question du port de signes confessionnels dans l'enseignement public. Oui.
Et la position était une position très claire dans le sens de nous allons défendre cette position et en faire une condition à notre participation à la majorité gouvernementale. Et puis, dès que les élections ont eu lieu, l'engagement qui était « nous allons en faire une condition de participation à la majorité » est devenu « nous allons en faire un sujet de discussion dans le cadre de la constitution d'un gouvernement et d'une majorité gouvernementale ». Et puis, il a bien fallu constater qu'une fois membre de cette majorité, ça n'était même plus un sujet de discussion. C'est devenu un sujet qui est passé à la trappe parce que le parti a estimé qu'il y avait des points plus importants, prioritaires. Oui, mais ce n'étaient pas nécessairement les priorités de celles et ceux ou d'une partie de celles et ceux qui avaient donné ce qui est précieux dans une démocratie, leur vote. Ouais. Parce que ça, c'est aussi peut-être important de bien se le remémorer. Dans une démocratie qui n'est pas une démocratie directe, dans une démocratie qui est une démocratie représentative. Qu'est-ce que ça veut dire une démocratie représentative ? Eh bien, tu donnes ton suffrage à des gens qui, pendant X temps, vont te représenter. Et toi, directement, tu n'as plus véritablement ton mot à dire jusqu'au prochain rendez-vous électoral. Eh bien, dans un système de démocratie représentative, et c'est le cas de la Belgique, et ce vote, c'est important, c'est même fondamental. Et donc, quand tu donnes ce vote, parce que tu as pensé que le parti qui a pris un engagement allait le respecter, eh bien, quand ce parti, il s'avère qu'il n'a pas respecté cet engagement, eh bien, tu es dans ton bon droit de faire cette analyse et de comparer l'engagement et le respect ou pas de cet engagement et de réorienter, s'il le faut, ton vote. Il faut m'expliquer, parce qu'à chaque élection, je m'étonne qu'on va chercher des acteurs très locaux, quelqu'un qui a un commerce local, un sportif. C'est quoi la logique d'aller chercher tous ces profils-là pour les mettre sur la liste ? Alors, ce qu'il y a lieu de souligner, c'est qu'un autre bel exemple, entre guillemets, du caractère particratique du système politique belge, c'est que celui ou celle qui décide quel candidat est à quelle place sur la liste de quelle élection, eh bien, c'est le président ou la présidente du parti. Au niveau national ou au niveau local ? Non. C'est-à-dire le PS bruxellois décide ou bien c'est tout le PS ? Peu importe le niveau de pouvoir, peu importe le rendez-vous électoral, la place est décidée par la présidence du parti politique en question. Avec une exception notable, ce sont les Verts, donc aussi bien écolo que Groen. C'est que là, il y a une forme de délibération, une espèce de parlement interne au parti politique où il y a une véritable discussion sur qui va figurer à quelle place sur la liste pour telle ou telle élection. Mais la règle générale, et c'est pour ça que si c'est une exception, eh bien comme toute exception, elle fait exception au principe et à la règle étant qu'en Belgique, c'est la présidence du parti qui décide d'affecter à telle ou telle place tel ou tel candidat. Et donc, c'est encore une fois un bel exemple de particratie. Et c'est quoi la logique marketing, si je peux dire, de la place dans ces listes? Comment on octroie? Parce que je vois apparaître des sportifs qui montent sur des listes, des responsables, des gens qui ont des snacks qui vont sur les listes, des gens qui n'ont aucune culture, enfin, qui n'ont pas d'expérience politique, pas de formation politique, ils apparaissent se mettant sur des listes. Est-ce qu'il y a des logiques marketing? On va mettre une femme, on va mettre une personne d'origine étrangère. Ça se compose comment, en fait, ces listes-là? Alors, d'abord, je voudrais éviter qu'il y ait une espèce de perception péjorative de ce qu'on est en train de décrire. La société, elle est diverse. Et donc, il est quelque part naturel que dans les parlements, ou dans les assemblées législatives, parce que ça peut être le conseil communal d'Anderlecht ou le conseil provincial de Liège, bien que les représentants politiques traduisent cette diversité de la population. Donc, le fait d'avoir un tenancier de snack ou un responsable d'agence de voyage ou quelqu'un qui est présentateur radio, c'est en soi tout à fait légitime. Mais il y a un autre aspect, celui du marketing, celui de
du calcul qui consiste à se donner un maximum de chances dans le contexte électoral considéré d'attirer un maximum de voix. Et encore une fois, cette bonne guerre, la politique, c'est des élections, et les élections, c'est essayer de recueillir un maximum de voix. Eh bien que dans une région où, par exemple, la diversité ethno-religieuse est plus grande, eh bien on essaye de trouver des candidats et des candidates qui sont issus de ce tissu de la population, que dans une autre région où il y a une plus grande représentation sur la base d'autres critères, on a cherché d'autres personnes. Ce sont des éléments qui font partie de la stratégie électorale. La politique n'est pas censée être un métier. D'ailleurs, on parle de mandat quand il est question d'occuper un siège dans une assemblée. Et donc, ce à quoi nous assistons dans notre système politique malade, c'est à une sorte de dérive qui fait que le mandat est devenu un métier. Ouais. C'est-à-dire que il y a des gens qui n'ont jamais fait autre chose que la politique. Qui n'ont jamais fait autre chose qu'occuper un mandat et qui ont du mal à faire autre chose qu'occuper un mandat. Et ça fait partie, je dirais, des aspects de crise que vit notre démocratie. Tout à l'heure, on a effleuré la question du fait que on octroie un mandat et que pendant toute une législature, il y a des personnes qui vont décider pour toi de toute une série d'aspects qui concernent ton quotidien, qui concernent ta vie de tous les jours, et tu n'as pas le droit, enfin en tout cas, tu ne disposes pas de levier pour influer sur le cours des choses durant ce mandat, si ce n'est descendre dans la rue, défiler pour protester, pour crier sa colère et son indignation. Ce sont les désavantages d'un système politique qui te prive de ta capacité à peser sur les décisions durant toute une législature. Et bien entendu, à contrario, l'un des gros avantages d'une démocratie directe, c'est comme la Suisse, où à chaque fois qu'il est question de se prononcer sur une question importante qui concerne les citoyens, ils sont invités à se positionner, à participer à la prise de décision. Évidemment, on peut énumérer les avantages et les inconvénients, mais ici, très clairement, cet inconvénient a permis de laisser fleurir des occupants de mandats politiques, mais qui sont scotchés à leur mandat et qui prennent leur retraite après 3 mandats en considérant que c'est une carrière complète. Voilà, ça c'est un élément important. On parle de carrière politique. En réalité, c'est en soi quelque chose qui pose question. Est-ce que la politique, c'est l'affaire d'une carrière, au même titre que tu es dans une entreprise du secteur privé et tu fais carrière, peut-être jusqu'à l'âge légal de la pension? On peut se poser la question de savoir si c'est ça la finalité de la politique. C'est pour ça qu'il y a des propositions qui régulièrement reviennent sur la table, de ne plus procéder par élection mais par tirage au sort, ou alors de procéder par élection, mais avec un nombre limité de mandats possibles pour une seule et même personne, et après l'obligation de céder la place aux autres personnes. Mais encore une fois, tout cela est très compliqué dans un système particratique, où ce sont les présidences et les bureaux des partis politiques qui ont toute puissance de décider. Mais encore une fois, il y a toutefois une nouveauté que tu m'expliquais, Mehmet, sur cette législative, c'est qu'il y a un cumul qui n'est plus possible. Oui, alors... On ne peut plus être et bourgmestre et parlementaire. Oui, alors il y a, comme je le disais, une multiplicité de niveaux de pouvoir en Belgique. Il n'y a pas de règle uniforme et commune à tous les niveaux de pouvoir. Mais pour prendre l'exemple de Bruxelles, récemment, la législation bruxelloise a été adaptée pour prévoir qu'à partir de 2024, donc à partir du 9 juin prochain, en tout cas à partir des rendez-vous électoraux de 2024, eh bien, une même personne ne pourra plus avoir un mandat exécutif local, traduction, être bourgmestre ou échevin, et en même temps être membre du Parlement bruxellois, être député à la région de Bruxelles-Capitale. Donc il faudra que les personnes qui sont dans cette situation, pour la première fois, fassent un choix, et pour l'avenir,
cette situation ne pourra plus survenir pour de nouvelles personnes, de nouveaux candidats et de nouvelles candidates. Et certains analystes considèrent, et je pense que ce n'est pas farfelu, qu'il s'agit d'un pas dans la bonne direction, oui. Pour la simple et bonne raison que ça permet ce fameux renouveau politique. Ça permet de ne pas assister à des scènes de scotchage au siège, et ça permet de permettre à des personnes qui veulent se lancer en politique, eh bien, de faire leur premier pas en politique, à supposer qu'il et elle recueillent suffisamment de suffrages lors du rendez-vous électoral. Donc c'est quelque chose qui en effet est considéré, et ce n'est pas illégitime, comme un pas dans la bonne direction, mais là ce que je viens d'expliquer, c'est surtout pour Bruxelles et la région de Bruxelles-Capitale que c'est vrai. Okay. Mais encore une fois, s'engager politiquement, ce n'est pas une carrière, ce n'est pas une profession. En tout cas, ça ne devrait pas l'être. Ça ne devrait pas l'être. C'est donner de son temps pour être au service de la collectivité. Et donc, à un moment donné, il faut se désengager pour revenir à des préoccupations beaucoup plus personnelles, parce que personne n'a vocation à être au service de la collectivité toute la durée de son existence. Oui. C'est quelque chose de totalement insensé. Oui, et je te coupe, Abdelrahmani. Un autre élément que ça permet, c'est de ne pas être ce qu'on peut appeler un alimentaire de la politique. Quelqu'un dont le revenu d'existence dépend de l'obtention d'un mandat, et c'est par rapport à l'existence ou non de ce revenu politique qu'on va pouvoir se projeter dans des projets de vie, acheter une maison, un appartement, et donc avoir les rentrées financières suffisantes pour contracter un crédit hypothécaire, pouvoir inscrire ses enfants dans diverses activités, pouvoir se permettre d'avoir des loisirs familiaux, bref, de se lancer dans un projet de vie. Et si c'est l'obtention du mandat qui va te permettre de te lancer dans un projet de vie, eh bien, l'idéal politique, les projets et la vision politique passent au second plan. Alors que dans un monde idéal, tu devrais pouvoir assurer tes revenus avec une occupation professionnelle par ailleurs, et à côté de ça, à un moment clé ou à un moment X de ta vie, de dire je voudrais, à l'occasion de la participation aux affaires politiques, eh bien, contribuer à ce que dans la société, par rapport à une série de besoins de la population, ça aille mieux. Voilà, c'est ne pas être un alimentaire politique aussi, le fait de mettre en place des mesures qui permettent ce renouveau, ce renouvellement de celles et ceux qui vont participer à la vie de la cité. Et encore une fois, parce que faire de la politique, ce n'est pas une carrière, c'est ce qui explique et c'est ce qui justifie que tout le monde a droit au chapitre. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a plus de légitimité que qui que ce soit d'autre pour prétendre se mettre au service de la collectivité. C'est la raison pour laquelle toutes les considérations autour de l'origine sociale, l'origine socio-professionnelle de tel ou tel candidat, je pense que ce sont des considérations qui n'ont pas leur place dans un débat politique digne de ce nom, parce que être au service de la collectivité, c'est un rôle que tout un chacun peut jouer, et tout le monde est en situation de donner de son temps pour la collectivité. Maintenant, c'est autre chose que de considérer et de prendre en compte le côté très technique, très professionnel de l'action publique et de l'action politique, mais là, personne n'est privé de la capacité à s'améliorer, à se former et à comprendre les enjeux. Et les mandataires politiques, ce ne sont pas eux qui réalisent la technicité de l'action politique, ils s'appuient sur une administration qui est, elle, composée de professionnels de l'action publique pour réaliser les projets politiques de ceux qui portent une vision pour la collectivité et pour les concitoyens. C'est très clair. Très concrètement, si tu es député, tu as un collaborateur. Si tu fais partie d'un groupe politique, eh bien, il y a les collaborateurs de groupe. Si tu es dans une fonction exécutive, à savoir ministre ou secrétaire d'État, eh bien, il y a un cabinet ministériel composé parfois de dizaines et de dizaines de personnes, toutes compétentes dans des domaines divers et variés.
eh bien, ce sont ces personnes qui vont aussi t'accompagner. Si ce n'est pas suffisant, eh bien, il y a les administrations dont parlait Abdelrani. Prenons un exemple. C'est comme ça que la Belgique a pu tourner sans gouvernement pendant un bon moment. Voilà. Donc, ça, c'est dans cette couche d'experts. Voilà, dans le cadre d'une vacance de gouvernement, il y a des administrations. Tu es ministre de l'Emploi. Tu as un cabinet composé de collaborateurs. Mais il y a aussi le SPF Emploi, le service public fédéral. Autrefois, on parlait de ministère de l'Emploi. Ce sont des fonctionnaires. Ils ont, dans différents départements, différentes spécialisations. Et ils sont aussi à la manœuvre. Il ne faut pas croire que c'est le ministre, une fois qu'il est dans son bureau, qui commence à rédiger les projets de loi et les projets d'arrêté royal. C'est souvent à l'administration qu'on demande, parce qu'eux ont l'avant, le pendant et probablement une vue sur l'après. Et donc on leur dit, rédigez-nous un texte, par exemple, d'un avant-projet de loi. Et ensuite, politiquement, on va en discuter avec les collaborateurs du cabinet ministériel. Donc, il y a toute une armada de personnes qui épaulent les gens qui participent à l'action politique. Il ne faut pas avoir eu un bac plus 10 non plus pour avoir droit au chapitre. Ok. Venons-en à l'initiative pourquivoter.info. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Quelle est la méthodologie que vous utilisez pour... cette initiative, pourquivoter.info? Oui, alors pourquivoter.info, c'est une initiative du think tank Vigilance Musulmane. C'est un think tank, donc un réservoir à idées, et les personnes qui en sont membres, et Abdelrani et moi sommes parmi les membres actifs de ce groupe de réflexion, eh bien, nous élaborons une série d'initiatives sur des enjeux de société. Et un des enjeux, c'est comment favoriser une meilleure analyse de l'offre politique. C'est une expression qu'on a utilisée tout à l'heure. Et cette réflexion nous a conduit à rendre public pour la première fois cette initiative qu'on a intitulée pourquivoter.info pour des raisons de communication et pour des raisons de plus grande facilité d'identifier les enjeux auxquels cette initiative se rapporte. Et c'est une initiative qui est née en 2009. Donc la première fois qu'on a mis en œuvre cette méthodologie, c'est le rendez-vous électoral de 2009, élections régionales et élections européennes. En quoi est-ce que ça consiste? Eh bien, ça consiste dans une analyse comparée des programmes des différents partis politiques qui se présentent aux élections. Je précise, les partis politiques démocratiques qui se présentent aux élections. Donc, on ne va pas commencer à analyser le programme politique du Vlaams Belang. Mais toutes les autres formations politiques qui peuvent prétendre au qualificatif de formation politique démocratique, eh bien, on prend le programme politique, on l'épluche. Et on compare avec les différents programmes des différents autres partis politiques. Mais évidemment, on ne va pas faire cette analyse comparée pour tous les enjeux de société possibles et imaginables. Avec une grille de lecture avec une grille de lecture qui part comme base des sujets qui, pour nous, sont des sujets prioritaires. Quels sont-ils? Le think tank Vigilance Musulmane est un think tank composé de personnes de confession musulmane et qui s'intéresse tout particulièrement aux questions liées à la visibilité des citoyens et des citoyennes de confession musulmane et qui s'intéresse à des questions juridiques et politiques. Pas du théologique, pas du dogmatique, pas du cultuel, du politique et du juridique. Par exemple, le principe de neutralité de l'État. Par exemple, le principe de laïcité. Par exemple, le principe de liberté religieuse. Les principes de non-discrimination, d'égalité. Ce sont ces sujets qui, pour nous, sont les sujets essentiels et prioritaires. Et donc, c'est par rapport à ces sujets qui, pour nous, sont prioritaires que nous épluchons les programmes des différents partis politiques et que nous les comparons entre eux pour voir quelle est l'offre politique qui répond le mieux, si pas parfaitement le mieux, à ces sujets qui pour nous sont des sujets prioritaires. À l'issue de cette analyse de l'offre politique, eh bien oui, nous prenons nos responsabilités, nous faisons ce que probablement pas beaucoup d'associations ou de groupes font, c'est-à-dire que nous rendons public pour cette élection-là, notre préférence électorale. Nous disons,
nous avons fait une analyse comparée de l'offre politique Sur base du programme électoral? sur la base des différents programmes des différents partis politiques. Nous sommes arrivés à la conclusion que c'est tel parti politique, puisque n'oublions pas, nous sommes dans une particratie, donc l'élément déterminant, c'est le parti politique. Eh bien, c'est tel parti politique... Ouais, donc vous ne qui... donnez pas de nom, pour être clair. Vous ne Voilà, dites donc... pas, au régional, on vote pour lui. Non, parce on que vote pour le parti. l'enjeu est quelle est la formation politique qui répond le mieux à nos besoins et aux sujets qui, pour nous, sont prioritaires. Et sur cette base, nous rendons public notre préférence électorale. Ça n'est pas une consigne de vote, ça n'est pas une invitation aux autres électeurs et électrices à faire le même choix, c'est notre préférence électorale. Simplement, comme nous expliquons, comme nous motivons notre préférence électorale, eh bien libre à toute personne qui partage les priorités qui sont les nôtres, à prendre connaissance des motivations et des arguments pour lesquels nous faisons ce choix électoral à un moment donné, de faire la même analyse et peut-être d'arriver à la même conclusion. Mais en attendant, ça permet, par l'exemple, de favoriser une meilleure analyse de l'offre politique. Ça, c'était en 2009, Ouais. parce que c'était la première fois. Il n'y avait pas de point de comparaison avec les élections précédentes. En 2010, il y a eu les élections fédérales. Et puis par la suite, 2012, les élections communales, et puis 2014, les élections fédérales et européennes. Et puis, à chaque rendez-vous électoral, nous avons réitéré le même examen de l'offre politique. Simplement, évidemment, après 2009, on a eu la possibilité de comparer aussi les partis avec eux-mêmes. Ouais. Est-ce qu'ils tiennent leurs engagements? Le parti X fait une promesse électorale. Est-ce que ce parti X, lorsqu'il a participé au gouvernement sorti de ces élections, a respecté, si oui, dans quelle mesure, cet engagement? Si nous arrivons à la conclusion, lors du prochain rendez-vous électoral, que ce parti n'a pas respecté ses engagements, eh bien, au moment de rendre à nouveau public notre préférence électorale pour l'élection suivante, eh bien, nous expliquons pourquoi ce parti qui avait bénéficié de notre préférence électorale lors de l'élection passée ne pourra plus compter sur notre choix électoral pour cette élection-là. Donc ça permet aussi de favoriser une meilleure culture de l'analyse de l'offre politique par rapport aux partis vis-à-vis de leurs propres engagements. Donc c'est à la fois une comparaison entre chaque parti, sur la base de leur programme, mais aussi une comparaison entre les partis et eux-mêmes par rapport à la tenue ou non des engagements qui ont été faits. Et c'est une préférence électorale que nous rendons publique. Je précise aussi qu'il nous est arrivé, à l'occasion des différents rendez-vous électoraux où nous avons réitéré cet examen de l'offre politique, d'arriver à la conclusion que pour telle échéance, aucune offre politique ne correspond à nos attentes, ne correspond ou ne répond aux priorités que nous nous sommes fixées. Et donc de rendre public le choix vers un vote blanc. C'est aussi légitime dans une démocratie. Donc il ne faudrait pas que les partis politiques se croient incontournables. Il y a d'autres expressions d'une préférence politique qui pourraient à un moment donné acter qu'aucune offre politique, dans le contexte de l'élection considérée, encore une fois, il faudra refaire cet examen la fois prochaine et la fois d'après, c'est quelque chose qui est évolutif, et bien qu'à cet instant-là, aucune offre politique ne répond à nos attentes et ne rencontre nos préoccupations. Qu'est-ce qui se passe déjà en Belgique lorsqu'on vote blanc? J'ai oublié la conséquence. Alors là, il y a plusieurs lectures qui s'opposent dans la littérature politologique. Certains observateurs affirment qu'un vote blanc, in fine, bénéficie, renforce celles et ceux qui, parmi les partis politiques, ont recueilli les suffrages. Mais il y a aussi des spécialistes extrêmement sérieux. Je vais en citer seulement un, Pascal Deluitte, politologue à l'ULB, qui, lui, argumente de façon tout à fait sérieuse et convaincante qu'un vote blanc ne peut pas être considéré comme de facto, de fait, bénéficiant à la majorité.
Donc, nous considérons que c'est une préférence électorale, pas moins ou plus légitime que les autres. Tout dépend de la qualité de l'offre politique au moment des élections qu'on envisage. Je voulais revenir sur un sujet important que tu as cité, c'était le fait que vous allez identifier un parti et non pas des personnes. Ça voudrait dire qu'en fait, est-ce que c'est un critère qui n'est pas important finalement de se dire au sein d'un parti, oui, mais il y a des candidats qui sont plus sérieux que d'autres, qui ont la tête bien faite, qui portent de vraies convictions. Ça, c'est pas un critère qui est important ? Je vais laisser la parole à Abdelrahim, mais simplement une remarque, parce que il y a une nuance, ce sont les élections européennes. Simplement faire cette nuance, et puis je laisse la parole à Abdelrahim. D'ailleurs, en 2009, lorsque nous avons rendu notre préférence électorale, eh bien, pour les élections régionales, et on s'était limité à la partie francophone du pays pour les élections régionales de 2009, nous avions rendu public une préférence électorale pour un certain parti, c'était Écolo à l'époque. Je précise que nous avions considéré lors des élections suivantes qu'Écolo n'avait pas respecté ses engagements, et donc nous avions en 2010 expliqué pourquoi en 2010 Écolo n'allait pas recueillir notre préférence. Donc c'est un examen qui doit être réévalué à l'occasion de chaque rendez-vous électoral. Mais pour les élections européennes en 2009, nous nous étions prononcés en faveur de 2 individualités, de 2 personnes, d'ailleurs de 2 partis politiques différents. Parce que la configuration du Parlement européen est fondamentalement différente de la configuration des parlements nationaux, ou en tout cas au niveau belge. Parce que c'est par dossier et par thème, à la limite même par contexte, que les majorités et les minorités se recomposent et se reconfigurent selon tel dossier et selon tel timing. Donc là, il n'est pas farfelu ou illégitime de se porter plutôt vers des individualités. Mais c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Pour tous les autres rendez-vous électoraux, encore une fois, c'est une lecture basée sur le constat que la Belgique est une particratie, et donc c'est plutôt le parti qui est l'élément déterminant. Je pense qu'il n'y a aucune contradiction entre les 2 approches. Il y a juste un préalable, une première analyse qui est faite pour identifier le parti politique à l'occasion d'un scrutin bien particulier, à l'occasion d'un rendez-vous électoral particulier. Est-ce qu'il répond adéquatement ? Est-ce qu'il apporte des solutions aux préoccupations qui sont les nôtres, en tout cas de celles que nous portons ? Et bien entendu, le fait de porter ses suffrages et de voter pour quelqu'un qui se présente sur la liste du parti, qui sort gagnant de cette évaluation, c'est quelque chose de tout à fait naturel. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de se limiter obligatoirement à soutenir un parti et de fermer les yeux et de considérer qu'il ne faut soutenir aucun candidat au sein d'un parti politique. Nous disons simplement que nous effectuons une première analyse qui porte sur l'adéquation ou pas du programme d'un parti politique au regard de nos préoccupations, de nos revendications, de nos centres d'intérêt. Une fois qu'on a identifié la famille politique à l'occasion du rendez-vous électoral en question qui recueille notre suffrage et adhésion, il est tout à fait logique de rechercher à ce moment-là, à l'intérieur de cette liste, s'il y a des candidats plus valables que d'autres, s'il y a des candidats qui sont plus sensibles que d'autres par rapport aux questions qui nous mobilisent et que nous considérons comme importantes. Mais c'est quelque chose qui intervient dans un second temps, une fois qu'on pas avant. Parce que j'ai déjà entendu lors des débats avec des amis, pour tel parti je voterai jamais, mais pour lui quand même c'est quelqu'un qui pèse, quelqu'un qui a la tête bien faite, lui il faut le soutenir. Ça c'est une logique qui tient pas la route. D'ailleurs, les membres du think tank Vigilance Musulmane ne sont pas des clones les uns des autres. Donc dès lors que nous exprimons et rendons public une préférence électorale pour tel ou tel parti, dans le cadre de cette élection-ci, après, au sein de ce parti,
Abdelrani peut avoir des affinités plutôt avec telle individualité au sein de ce parti, moi avec d'autres individualités. Donc là, c'est... Mais ça, vous le gardez pour vous. Mais ça n'est pas le paramètre déterminant de la préférence électorale que nous rendons publique. Et alors, vous avez... tout à l'heure, tu explicitais un peu la grille d'analyse sur quelle thématique. L'actualité, elle a un peu bougé depuis les dernières élections. Je sais qu'il y a beaucoup de sujets qui se sont rajoutés. La question de la Palestine, par exemple. La question palestinienne, elle est, je pense, au cœur d'une de nos principales préoccupations, c'est la défense des droits fondamentaux. Je pense que ce à quoi nous sommes en train d'assister, c'est quelque chose qui bafoue de la manière la plus violente, comme jamais nous l'avons connu dans notre récente existence. Et donc, oui, clairement, c'est un des principaux critères qui vont aiguiller et qui vont nous guider dans l'expression de notre préférence électorale. La Cour internationale de justice a été jusqu'à évoquer le risque génocidaire de ce qui est en train de se passer à Gaza. Et ça, c'était en janvier. Et donc, ici, je pense qu'on est un stade plus loin que le simple fait de bafouer des droits fondamentaux. Là, on est dans une entreprise génocidaire. Oui, très clairement, l'expression politique, le positionnement politique, la réponse qu'ont apporté chaque parti politique ici en Belgique à l'égard de ce qui est en train de se passer, c'est clairement un aiguillon dans notre choix et préférence électorale pour ce méga scrutin. Okay. Alors la question que les gens vont sûrement se poser, c'est quand est-ce que cette initiative va être publiée pour quivoter.info? À quel moment ça sort? Oui, alors, à mon avis, là, au moment où on se parle, c'est pas encore complètement élaboré. D'abord, une précision, c'est qu'en 2009, ça a commencé sous la forme de pourquivoter.info. Depuis lors, il y a aussi vooruistemmen.info. Donc, c'est une initiative qui est bilingue. Oui. Dans la mesure où notre analyse de l'offre politique, depuis quelques rendez-vous électoraux déjà, prend en compte l'offre politique francophone, mais aussi l'offre politique flamande. Nous sommes au moment de faire cet enregistrement à quelques semaines du rendez-vous électoral du 9 juin, et donc nous sommes occupés à faire cette analyse de l'offre politique, et c'est tout prochainement que le résultat... Il n'y a pas une deadline, quoi. Il n'y a pas une date butoir. Moi, je pense qu'une dizaine de jours, entre une dizaine de jours et 2 semaines avant la date des élections, c'est le moment que nous choisissons en général pour faire connaître notre préférence. Ok. À ce moment-là, le site pourquivoter.info et vooruistemmen.info, vous pourrez aller dessus et lire, analyser votre analyse de l'offre politique. Oui, et encore une fois, c'est notre préférence électorale. Chaque électeur, chaque électrice est invité à faire la même analyse de l'offre politique et d'arriver peut-être à d'autres conclusions, d'arriver peut-être à une autre préférence électorale. Nous prenons, nous, nos responsabilités en rendant publique notre préférence électorale, mais la particularité et l'intérêt de cette initiative, c'est que nous motivons notre préférence électorale. Nous rendons publics les motifs et arguments à partir desquels nous avons fait ce choix électoral pour ce rendez-vous électoral-ci. Et donc, c'est de contribuer à notre humble façon et humble niveau à favoriser une meilleure culture politique, ce qui passe notamment par le fait de procéder à une analyse de l'offre politique en présence au moment du rendez-vous électoral considéré. Alors, juste pour être sûr que tout le monde ait bien compris, je vais reprendre comme ça les thématiques que moi j'entends le plus souvent revenir, qui intéressent particulièrement la communauté musulmane de Belgique. Et on va essayer de juste resituer à quel niveau ça se décide. Je ne vais pas citer le good move parce que ça ne nous concerne pas en tant que musulmans. c'est plus en tant que... Je pense pas. Ça concerne tout le monde, donc ça concerne aussi les électeurs de confession musulmane belge. Non, mais ce n'est pas sous le prisme de ma religiosité ou de ma croyance que c'est plus est-ce que j'aime le vélo, est-ce que j'aime ma voiture, donc je ne vais pas parler de ce sujet-là, je veux dire. Ça n'est pas un enjeu cultuel. Voilà, ça c'est exact. Mais alors, on en a parlé tout à l'heure très brièvement.
La question de l'abattage rituel, ça c'est régional, si je me souviens bien. Exact. Donc, la question du hijab, le fait de porter le foulard ou pas, avoir le droit de le porter ou pas, à quel niveau ça se décide? Oui, donc évidemment, il faut préciser la question et développer. Voilà. La question de hijab, c'est une question de port de signes confessionnels. La question est donc où? Est-ce que c'est dans la rue? Est-ce que c'est à l'école? Est-ce que c'est dans la fonction publique? Est-ce que c'est dans l'emploi du secteur privé? Si on est à l'école, eh bien, partons de l'hypothèse que nous sommes à l'école publique. Par exemple, en communauté française, on est dans le réseau officiel organisé par la communauté française ou subventionné par la communauté française, c'est-à-dire communal et provincial. Eh bien, là, on est dans l'enseignement. Et qui dit enseignement dit enjeu communautaire. Communauté française, ou alors communauté flamande si c'est en Flandre, ou alors les institutions communautaires au niveau de la région de Bruxelles-Capitale. Si par contre on est dans la fonction... Donc le communautaire, c'est quel niveau d'élection? La particularité du Parlement de la communauté française, c'est qu'il est composé pour une partie des députés wallons, donc des députés membres du Parlement wallon, et pour partie d'une partie des députés francophones du Parlement bruxellois. Et pour ces deux groupes, il est question des élections régionales, régionales wallonnes et régionales bruxelloises. Alors, en d'autres termes, un habitant de la région de Bruxelles-Capitale et un habitant de la région wallonne sera invité à choisir un représentant ou une représentante qui va le représenter dans le Parlement wallon pour un électeur wallon et un représentant au sein du Parlement bruxellois pour un habitant de la région de Bruxelles-Capitale. Dans un second temps, ce sont ces individus qui vont composer le Parlement de la communauté française. En d'autres termes, l'électeur bruxellois n'aura pas à sa disposition une liste de candidats pour le Parlement de la communauté française ou de la Fédération de Bruxelles pour qu'ils choisissent un candidat. Donc nous n'avons pas, dans la rue, on ne va pas rencontrer, on ne va pas sur les affiches. Donc quand un candidat aux élections dit moi ce sujet-là je vais pousser fort, c'est un sujet important pour moi, en fait c'est très difficile pour lui de s'assurer qu'il va être en position de défendre ce sujet-là. S'il s'agit de questions qui portent sur l'enseignement, puisque c'est une matière communautaire, oui, ou s'il s'agit d'une question qui porte sur la culture, oui, c'est très clairement une matière communautaire. Donc en communauté française, c'est un parlement qui est constitué après coup. Voilà. D'accord, et qui est composé d'une partie provenant du Parlement wallon et d'une partie provenant du Parlement bruxellois. Raison pour laquelle il est très important d'être attentif à la position du parti. Au niveau national. Parce que c'est la logique du parti, c'est les choix du parti, c'est les décisions du parti qui seront représentées au sein du Parlement de la communauté française et qui vont guider son action dans les matières telles que culture, santé, enseignement. Okay. Donc voilà, encore une fois, une illustration de pourquoi il ne faut pas faire... de la nécessité de considérer l'offre politique du parti comme étant le point de départ de son analyse et non pas la sympathie que l'on peut avoir à l'égard d'une candidate ou d'un candidat qui se présente sur une liste. Et donc, juste pour terminer sur l'exemple du hijab, si on est par exemple dans la fonction publique, laquelle ? Est-ce que c'est la fonction publique fédérale ? Si oui, alors c'est la réglementation fédérale qui va être décidée au niveau du Parlement fédéral. Ouais. Peut-être pour partie au niveau... C'est quoi une fonction fédérale, par exemple ? Eh bien, une administration publique fédérale. Ça peut être le SPF Emploi, le SPF Finance, le SPF Sécurité Sociale. Ça peut être une autre administration publique comme l'ONSS. Voilà, une administration publique fédérale. C'est quand même compliqué, la Belgique. Si c'est une fonction publique régionale, parce qu'il y a des parastatales, donc des administrations publiques régionales, Actiris, Bruxelles Formation, il y a une série comme ça d'administrations publiques régionales, mais il faudra aller regarder au niveau de la réglementation régionale, bruxelloise. Là, j'ai donné des exemples de Bruxelles. Mais si c'est la fonction publique communale, c'est une compétence a priori communale. Il faudra aller regarder au niveau de la composition du conseil communal de la commune concernée. Et je rappelle qu'on a fait une émission spécifiquement que sur cette question de la neutralité. Exact. Pour ceux qui veulent creuser le sujet, je vous invite à regarder cette émission-là.
Alors, une autre thématique, la Palestine, c'est à quel niveau ça? Oui, ça c'est, je dirais, très clairement et très largement le niveau fédéral. Parce que c'est là que se joue, je dirais, se conçoit et se décline la politique étrangère du pays. Donc c'est l'une des compétences qui sont gérées au niveau fédéral. Et donc oui, clairement, c'est un enjeu fédéral. Et l'ensemble des partis politiques, je dirais, se positionnent et ont la possibilité de se profiler et d'exprimer leur position au sujet de cette question. Tout le monde faire des vidéos sur ce sujet-là, ça veut dire qu'il y a des nuances ou bien ils font juste des vidéos pour parler du sujet? Bon, alors, la Constitution belge, c'est quand même la carte de visite de l'État. Donc, je sais bien que ça paraît très abstrait, mais c'est quand même le texte le plus important du pays. La Constitution belge est claire. Les relations internationales, c'est le roi qui est compétent. Et le roi, c'est le gouvernement fédéral. C'est pour ça qu'Abdelrahim disait, dans une large mesure, c'est fédéral. Mais évidemment, on ne peut pas non plus dire que c'est totalement fédéral. Il y a des résidus de marge de manœuvre à d'autres niveaux, et par exemple le niveau communal. Si un candidat se présente devant l'électeur et dit « Votez pour moi », avec toutes les critiques qu'on a sur le caractère individuel de l'analyse de l'offre politique. Mais s'il se présente à toi et il te dit « Vote pour moi au communal parce que Palestine », il faut lui demander de préciser quelle est la proposition. Qu'est-ce qu'il veut faire exactement au conseil communal de cette commune ou éventuellement, s'il va devenir échevin, au collège communal de cette commune. S'il précise en disant « j'invente », c'est pour l'exemple, eh bien on a un jumelage avec telle municipalité israélienne et je m'engage à faire stopper ce jumelage entre ma commune et cette commune israélienne, ben oui, c'est le niveau de compétence de la commune. Par contre, s'il dit « vote pour moi » où ? Oui, à la commune d'Ans, près de Liège. Parce que grâce à moi, depuis la commune d'Ans, on va faire rompre les relations diplomatiques entre la Belgique et Israël. Et ça, on est clairement à un tout autre niveau de compétence, le niveau fédéral. Et cet engagement pris par le candidat est un engagement farfelu. Ok, on a compris pour la Palestine, essentiellement fédéral, mais il y a des résidus à gauche à droite, essentiellement communal. Des accords de coopération qui existent à différents niveaux de pouvoir. Ça peut être des accords de coopération scientifique. Ça peut entre être les universités. Entre les universités, entre les régions. Okay. Alors, un dossier qui a pas mal pourri ces dernières années, c'est l'institutionnalisation de l'islam en Belgique. C'est à quel niveau, ça? Oui, mais donc l'institutionnalisation de l'islam en Belgique, ça concerne un dossier beaucoup plus vaste, celui de la reconnaissance et du financement, entre guillemets, des cultes. Oui. Et selon le volet de cette reconnaissance / ce financement, il y a différents niveaux de pouvoir. Oh là. Alors, s'il est question de la reconnaissance du culte, ça c'est fédéral. En plus de tous ceux qui sont déjà reconnus, donc les fameux 6+1, il y a encore le bouddhisme qui est en chemin. Et donc c'est au Parlement fédéral qu'un projet de loi est en cours de traitement. Peut-être demain l'hindouisme, peut-être après-demain encore d'autres qui viendront s'ajouter. Donc ça, c'est la reconnaissance. Mais c'est aussi le financement. Par exemple, les traitements des ministres du culte. Donc par exemple, un imam d'une mosquée reconnue, son traitement, donc son salaire, est pris en charge aussi par l'État fédéral. C'est aussi une compétence fédérale. À côté de ça, il y a la reconnaissance des lieux de culte. Les mosquées, les églises, les synagogues, etc. Bien, la reconnaissance des lieux de culte, ça c'est régional. Donc, chaque région a sa propre législation, sa propre réglementation qui prévoit les conditions de reconnaissance, les conditions de contrôle, les conditions de financement des lieux de culte. Mais à côté de tout ça, tu as aussi le niveau communal, puisqu'il y a ce qu'on appelle l'intervention des pouvoirs publics dans le déficit des lieux de culte. Je traduis. Tu as une mosquée dans telle commune, veut agrandir son espace prière. Eh bien, ça crée un déficit budgétaire. Donc, il faut prendre en charge budgétairement, financièrement, cette nouvelle case financière. Eh bien, ça, c'est en principe
je dis bien en principe, c'est un peu plus compliqué que ça, le niveau communal. Et donc, l'ouverture d'une nouvelle mosquée dans une commune ou pas, c'est communal aussi. Alors, la reconnaissance, c'est régional. Voilà. Donc, l'ouverture d'une nouvelle mosquée. Attention, parce que j'ai parfois entendu, le bourgmestre ne veut pas qu'une mosquée ouvre sur son territoire. Ça, c'est communal. Donc, la construction d'un lieu de culte, c'est pas la même chose que la reconnaissance d'un lieu de culte. Okay. Donc, il y a des conditions en termes de permis d'urbanisme. On retombe dans le niveau communal. En termes de contrôle des mesures de sécurité, là, c'est aussi le niveau communal, mais il y a aussi une partie de régional, voire de fédéral. Ça, c'est la construction du lieu de culte. Mais si ce lieu de culte veut demander sa reconnaissance pourquoi ? Eh bien, pour que les pouvoirs publics interviennent dans le déficit, pour que les pouvoirs publics paient les traitements, donc les salaires des ministres du culte. Eh bien là, il y a d'autres niveaux de juste pouvoir. Pour clarifier, il y a des mosquées qui sont des simples ASBL. C'est ça. Au départ, elles sont toutes des ASBL. Avant de commencer ce processus de reconnaissance, elles existent. Et il y en a qui décident de rester des ASBL, il y en a qui vont faire le process. Voilà, il y en a qui ont décidé de ne pas entrer dans ce processus de reconnaissance et d'autres ont décidé d'introduire des demandes pour être reconnus comme étant officiellement une mosquée avec une définition juridique bien précise de ce qu'est un lieu de culte musulman. Okay. Alors, un autre niveau de pouvoir, par exemple, celui qui concerne les enseignants de religion islamique. Et là, on est au niveau communautaire. Donc, on voit bien que le dossier... Niveau communautaire, donc c'est encore régional avec composition, deuxième étape, etc. Oui. Exact. Okay. Et donc, on voit bien que le seul dossier institutionnalisation de l'islam, il est éparpillé entre quasi tous les niveaux de pouvoir. Tout dépend de quelle matière, de quel aspect de cette reconnaissance nous sommes en train de parler. C'est pour ça que c'est tellement compliqué. C'est à la fois compliqué, d'accord, parce que ce n'est pas simple du premier coup, du premier regard, mais en même temps, honnêtement, ce n'est pas, je dirais, on n'est pas en train d'envoyer des fusées dans l'espace. Le degré de complexité, il est accessible à tout un chacun. Il y a suffisamment de littérature qui explique cette, entre guillemets, complexité. Et donc, je pense qu'il faut évacuer de son esprit cet obstacle qui rend parfois difficile, je dirais, l'accès à cette matière et considérer que ce n'est pas plus difficile, pas compliqué que tout ce qui est compliqué que nous traitons dans notre vie de tous les jours et qu'il suffit à un moment donné simplement de prendre les bons outils. Aujourd'hui, voilà, je ferai volontiers la publicité du CRISP qui diffuse sur son site internet un document PDF qui explique le fédéralisme belge. Il y a toute une série de ressources sur Internet qui existent, qui détaillent, qui schématisent d'une manière très pédagogique et didactique ce que nous avons évoqué ce soir. Et donc, honnêtement, il suffit de consacrer un peu de temps à jeter un œil sur cette entre guillemets complexité pour découvrir qu'à la fin, c'est une mécanique comme n'importe quelle mécanique que nous utilisons dans notre vie de tous les jours. Et si on se donne le temps et les moyens de la maîtriser, on peut la maîtriser pour qu'elle n'ait plus aucun secret pour nous. J'espère que cette émission vous aura aidé à y voir plus clair et à comprendre qu'est-ce qui se joue, comment réfléchir, comment décortiquer les vidéos qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est quoi l'argumentaire ? C'est ça. À moins d'avoir comme ambition de rédiger une thèse de doctorat sur les sujets qu'on a abordés, en réalité, les seuls ingrédients qu'il faut réunir, c'est le temps et un peu de curiosité. En tout cas, j'espère que cette émission vous aura aidé à y voir plus clair, que vous comprenez maintenant toutes ces vidéos qu'on voit sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se joue ? Quels sont les arguments ? Est-ce que c'est compréhensible pour vous ? Et que vous ayez comme ça quelques clés de compréhension pour prendre votre décision aux prochaines élections. Merci à vous, merci pour toutes ces explications. Merci à Mehmet, merci à Abdelrahmane. Merci pour l'invitation. Et à très bientôt.